Depuis des années, l'idéologie de l'enfant roi a détruit l'autorité du professeur, a, considérablement amoindri les, sanctions disciplinaires. Beaucoup d'élèves ont un sentiment de toute-puissance et d'impunité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende des professeurs tirer la sonnette d'alarme, parce qu'ils ont des situations, insoutenables dans leur établissement. Et le plus inquiétant dans ces affaires, c'est qu'on constate désormais, ce sont des remontées qu'on a d'enseignants, que les contestations proviennent parfois d'enfants très jeunes. Donc ça démontre qu'il y a dans certaines familles un endoctrinement des enfants, qu'il y a des consignes qui sont données aux enfants de censurer certains propos dans le cours. Et on constate pendant la période de Ramadan que ces pressions explosent. On a des cas d'élèves qui ne respectent pas, qui ne font pas le jeûne pendant le Ramadan et qui subissent des insultes, voire du harcèlement. Bonjour Séverine Dumini. Bonjour, Merci d'avoir accepté cet entretien pour NTD L'Actu. merci à vous de m'avoir invité. Pour commencer, qu'avez-vous pensé du film sur Samuel Paty, L'Abandon, actuellement dans les salles 5 ans après le drame, quel constat dressez-vous sur les problèmes évoqués dans ce film et sont-ils toujours d'actualité pour les professeurs selon vous? Aujourd'hui, le métier d'enseignant est un métier à risque. J'ai beaucoup lu sur l'affaire de Samuel Paty, notamment le livre écrit par sa sœur, Michaëlle Paty. J'étais donc parfaitement informée des faits avant d'aller voir ce film. Je ne vous cache pas que voir ce film fut une épreuve, mais ce film, en fait, est fidèle à la réalité. Je crois que ces auteurs ont eu à cœur, en fait, de respecter les faits et rien que les faits. Alors effectivement, il y a eu des critiques sur ce film, notamment on a pu entendre que ce film serait dangereux. Depuis quand montrer la réalité est-il dangereux? En fait, les personnes qui critiquent ce film critiquent la vérité. Ils préfèrent cacher la poussière sous le tapis. Dans le livre de Michaëlle Paty cite André Gide. C'est souvent lorsqu'elle est le plus désagréable à entendre qu'une vérité est le plus utile à dire. Ce film est utile. Il est utile pour montrer la réalité, à savoir un professeur décapité par un terroriste islamique, et aussi pour montrer l'abandon qu'il a subi. Il s'est retrouvé seul, lâché par sa hiérarchie, sans protection, alors qu'il était directement menacé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place quelques dispositifs, comme les équipes Valeurs de la République. C'est un dispositif de personnel qui peuvent intervenir dans les établissements scolaires en soutien à des professeurs qui peuvent être confrontés à des situations difficiles de crise. Mais en réalité, sur le terrain, on voit un nombre important de professeurs qui sont confrontés parfois quotidiennement à des contestations et qui ne font pas appel à ces dispositifs, souvent par crainte des lourdeurs administratives. Ils préfèrent finalement renoncer. Il faut savoir que 56% des enseignants déclarent s'auto-censurer. Donc ils préfèrent finalement capituler et se protéger. Les professeurs se sentent seuls dans les classes en fait, donc ils doivent faire comme ils peuvent. C'est ça aussi la réalité. Et nous, notre réseau, on a été parfois contactés par des professeurs qui étaient en difficulté face à des contestations de cours, qui ont fait appel à des aides du rectorat. Mais en fait, on leur donnait des conseils, mais ils devaient ensuite s'entretenir avec les parents, des parents parfois radicalisés au vu des propos tenus par les enfants en classe. Mais les entretiens avec les parents, les professeurs, c'est seuls qui le font. Donc on voit bien qu'il y a finalement une limite à l'accompagnement, il y a des conseils, mais sur le front, ce sont les professeurs qui sont finalement en première ligne. Donc ils font ce qu'ils peuvent et effectivement, face au danger, parfois, ils préfèrent se censurer et renoncer, capituler. Quelles conséquences cela a-t-il sur la vie scolaire et l'enseignement? En fait, les professeurs doivent beaucoup réfléchir à ce qu'ils vont dire. Ils doivent mesurer chaque terme, chaque mot parfois,
en fonction des situations des classes. Donc c'est difficile et ils font des choix ensuite de supports, de textes ou d'images, hein, comme pour les caricatures par exemple, en fonction aussi du public. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Donc ils en viennent parfois à éviter certains conflits parce qu'après ils ne savent pas jusqu'où ça peut mener, jusqu'à quel niveau finalement de tension ça peut amener en classe. Un terme revient régulièrement dans les débats sur l'école, celui d'entrisme islamiste. Des observateurs comme Barbara Lefebvre l'emploient souvent et Bruno Retailleau évoquaient l'année dernière un lycée musulman près de Lille comme l'un des bastions de cette influence en raison des liens supposés avec les frères musulmans. Est-ce que ce terme entrisme islamiste vous semble justifié? Comment décrivez-vous aujourd'hui cette problématique dans le milieu scolaire? L'entrisme islamique à l'école, c'est plus une théorie, c'est une réalité rampante depuis plusieurs années. Ça se traduit justement par ces pressions constantes qui sont faites sur les enseignants, par des contestations de cours, des contestations sur des cours sur la Shoah, sur certains cours de biologie. On refuse pour certains élèves de participer à des séances de natation, on critique l'homosexualité. Et le plus inquiétant dans ces affaires, c'est qu'on constate désormais, ce sont des remontées qu'on a d'enseignants, que les contestations proviennent parfois d'enfants très jeunes. Donc ça démontre qu'il y a dans certaines familles un endoctrinement des enfants, qu'il y a des consignes qui sont données aux enfants de censurer certains propos dans les cours. Et on constate pendant la période de Ramadan que ces pressions explosent. On a des cas d'élèves qui ne respectent pas, qui ne font pas le jeûne pendant le Ramadan et qui subissent des insultes, voire du harcèlement. Donc tout cela participe finalement à une même logique qui est de vouloir imposer des règles religieuses, la charia, à l'encontre finalement des lois de notre pays. Concernant le lycée Averroès à Lille, alors c'est le plus grand établissement musulman de France. C'est un établissement privé sous contrat. Et en 2023, suite à des signalements d'entrisme islamiste qui ont été faits, également à des financements liés à des mouvances proches des frères musulmans, l'État a décidé de rompre son contrat d'association avec l'établissement. Mais suite à des recours juridiques, la justice a annulé cette décision. Et donc, les subventions ont repris, c'est-à-dire les subventions publiques de cet établissement, le financement aussi des professeurs qui exercent dans cet établissement. Cette situation est aussi ubuesque que dramatique. C'est-à-dire qu'avec l'argent du contribuable français, l'État finance un établissement qui est proche des influences fréristes. Apparemment, la création de cette école repose sur des personnes qui sont liées directement aux frères musulmans avec des financements qui proviennent du Qatar. Donc il y avait manifestement une volonté de ces personnes de créer cette école à des fins finalement qui servent l'idéologie frériste. Votre association dénonce également l'influence de certaines associations intervenant dans les établissements scolaires, parfois au nom de la lutte contre l'islamophobie. Comment analysez-vous ce phénomène et lorsque ces interventions sont soutenues ou validées par l'Éducation nationale, qu'est-ce que cela révèle selon vous? Oui, alors le réseau des parents vigilants, vous savez, on porte un combat qui est de dénoncer l'intervention d'associations militantes et idéologiques dans les classes. L'école doit être le sanctuaire de la neutralité, nos enfants doivent y être instruits et ne doivent pas subir finalement des contenus orientés. Pourtant, l'Éducation nationale ouvre grand ses portes à des structures comme SOS Racisme et le MRAP aussi. Il se trouve que ces organisations ont dévoyé leur mission de lutte contre le racisme pour basculer dans un militantisme agressif, voire même pour critiquer la laïcité à l'école. Alors j'en veux pour preuve leur participation à une enquête initiée par le syndicat Sud Éducation dans le département du Nord.
Alors il faut savoir que Sud Éducation, c'est un syndicat d'enseignants qui ouvertement s'oppose aux lois d'interdiction du port du voile et de l'abaya dans les établissements scolaires. Eh bien, ensemble, donc avec le soutien de SOS Racisme et du MRAP, eh bien, ils ont lancé un questionnaire à destination des adultes musulmans qui avait pour objectif de dénoncer, je cite, l'islamophobie dont seraient victimes les enfants à l'école. Je voudrais insister sur Sud Éducation quand même, parce que ce syndicat d'enseignants, je voudrais parler un petit peu de ses proximités avec certains milieux fréristes. Ce syndicat, il y a quelques années, a organisé des formations syndicales, donc à destination des enseignants, avec le concours du CCIE. Le CCIE, c'est l'héritier direct du CCIF, le comité de combat contre l'islamophobie en France. Il faut savoir que le CCIF a été dissous en 2020 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, entre autres pour la raison suivante, parce que en 2020, le CCIF avait participé à la campagne de diffamation et de haine dont Samuel Paty a été victime. Donc il y a finalement une complicité de SOS Racisme et du MRAP. On a une participation, un partenariat avec finalement de telles structures qui montrent des dérives gravissimes. Alors ces actions, de quoi sont-elles le nom? Elles sont le nom d'un renoncement, d'une compromission idéologique. Elles sont le nom de l'islamo-gauchisme culturel qui, sous couvert d'antiracisme, en fait, s'allie avec les pires ennemis de notre pays pour fracturer l'école et notre société. Et pourtant, l'éducation nationale a délivré un agrément officiel à SOS Racisme et au MRAP pour intervenir dans les établissements scolaires. C'est évidemment inacceptable et notre réseau demande immédiatement la suppression de ces agréments et demande à ce que ces associations soient définitivement interdites d'intervenir dans les classes. Concernant maintenant les violences en milieu scolaire, notamment dans les lycées professionnels où ces chiffres sont particulièrement élevés, assiste-t-on selon vous à une aggravation de celles-ci, du harcèlement et plus largement des tensions à l'école ? Oui, bien sûr, ces chiffres ne sont pas surprenants, ils traduisent une situation générale d'augmentation de la violence dans les établissements scolaires. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende des professeurs tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils ont des situations insoutenables dans leur établissement. Ils sont victimes d'insultes, de menaces, parfois d'agressions, de jets de projectiles. On connaît aussi le nombre important de ports d'armes. Nous, notre réseau est aussi sollicité par des parents qui s'inquiètent de cette situation. Ils sont parfois inquiets en fonction de l'actualité dans l'établissement de leur enfant pour la sécurité de leur enfant. Mais finalement, cette situation, elle n'est pas propre à l'école. On voit bien que finalement, c'est le reflet d'une augmentation générale de la violence dans notre société. Et face à cela, la réponse que l'on constate, il y a une faillite de l'institution publique. On constate que les décisions de justice, qui pourtant doivent aussi être des décisions dissuasives, sont très souvent marquées par la clémence. Combien de délinquants auteurs de faits graves ne passent pas par la casse-prison? Et donc à l'école, c'est un peu la même situation. Depuis des années, l'idéologie de l'enfant roi a détruit l'autorité du professeur, a considérablement amoindri les sanctions disciplinaires. Beaucoup d'élèves ont un sentiment de toute puissance et d'impunité.
Donc ça, c'est totalement insupportable parce que non seulement les professeurs sont confrontés donc à des situations d'exercice de leur métier qui sont difficiles, mais il y a aussi les élèves dans les établissements, les élèves qui demandent simplement à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. L'enquête PISA en 2022, d'ailleurs, qui ne donnait pas des indicateurs uniquement sur le niveau scolaire, catastrophique pour les élèves français, mais qui aussi donne des indicateurs sur le climat disciplinaire, sur la question de la discipline en classe, a été très clair. On a la moitié des élèves qui déclarent que dans les cours, la majorité des cours, il y a des problèmes de discipline. Donc à l'heure où le niveau scolaire des élèves français est un drame et vraiment un sujet préoccupant, comment peut-on imaginer que nos enfants peuvent correctement suivre les enseignements dans un tel climat scolaire? Face à ça, évidemment, il faut absolument des mesures ambitieuses, ferme concernant la question de la discipline. Écoutez, je pense que la question de l'école est une question fondamentale et qui doit être une des questions centrales pour les prochaines élections présidentielles, parce que c'est une question terrible, l'effondrement du niveau scolaire et ce qui se passe dans les écoles. C'est un drame culturel, un drame pour l'avenir économique de notre pays, que des jeunes sortent de l'école en ayant des difficultés de compréhension, savoir lire, écrire correctement, qu'il n'ait pas de culture générale, c'est une catastrophe pour notre pays. Donc oui, je pense que c'est un sujet majeur dont les responsables politiques doivent se saisir. Et au-delà des mots, c'est vraiment des mesures drastiques qui doivent être prises. Face à cette situation, certains dénoncent une forme de laxisme ou d'inaction de la part du ministère de l'Éducation nationale. Partagez-vous ce constat? Faut-il aussi prendre en compte d'autres facteurs comme l'instabilité politique et la succession rapide des ministres de l'Éducation ces dernières années? Alors, il y a parfois eu des tentatives sur le niveau scolaire et aussi sur les questions de discipline. Je pense à Gabriel Attal, qui fut un ministre éphémère de l'Éducation nationale, mais en tout cas qui avait voulu porter des mesures comme le choc des savoirs et aussi quelques mesures sur l'autorité. Il faut savoir qu'il a obtenu des réponses très offensives de la part des syndicats d'enseignants. Les syndicats d'enseignants sont, à mon sens, un réel problème parce qu'ils mettent un frein à tous ces types de mesures, notamment sur les questions d'autorité. Pour des petites mesures liées à l'autorité, ils vont très vite parler de loi martiale. Donc il y a une pression qui est faite par les syndicats qui est une difficulté, mais je pense, pour les responsables politiques au ministère, mais je pense qu'il faut aller au-delà. La situation est telle qu'il faut penser d'abord à l'intérêt des élèves. On peut pas imaginer que ce soit possible, vu l'ampleur du travail, de la tâche pour redresser l'éducation nationale. Un ministre qui reste quelques mois, il ne peut pas faire grand-chose. Et puis on sait que parfois il peut y avoir des intérêts politiques qui sont supérieurs, personnels, finalement à l'intérêt de l'école. Donc on a vraiment besoin d'un ministre de l'Éducation nationale qui puisse effectuer une mission vraiment centrée sur l'intérêt de l'école et l'intérêt des élèves. Et pour ça, effectivement, il faut des moyens et il faut un certain temps. Il faut surtout de la volonté, du courage. Pour évoquer un autre sujet sensible que votre association dénonce, l'éducation à la sexualité à l'école. Vous affirmez avoir recueilli des témoignages de parents, notamment en région parisienne, qui auraient choisi de retirer leur enfant du système scolaire classique à la suite de plusieurs affaires très médiatisées. Que révèlent ces témoignages et quels moyens d'action restent aujourd'hui aux parents ou aux associations qui souhaitent contester certains contenus liés à l'éducation à la sexualité? Donc on a effectivement reçu des demandes, des courriers de parents, alors pas seulement en région parisienne, de différentes régions de France, qui s'inquiètent et qui nous interpellaient pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour éviter que leur enfant soit confronté à ces séances qui peuvent être parfois dérangeantes. Par exemple, je vais donner un exemple concret d'un cours d'EVAR qui a été dispensé. Ce sont des parents qui nous ont contactés il y a quelques mois, parents d'un élève de CM1 dans un établissement privé sous contrat.
Et ces parents ont découvert, donc dans le cahier de leur enfant, une leçon qui s'inscrivait dans une séance justement des VAR. Et la leçon dans le cahier consistait à expliquer que les petits garçons pouvaient porter des jupes, ou mettre des chaussures à hauts talons. Donc, ces parents qui étaient, consternés, choqués, et qui considèrent que ce type de contenu n'a rien à faire dans le cahier de leur enfant, ont immédiatement décidé de retirer leur enfant de l'établissement et ont choisi, bien une scolarisation à distance. Donc ça, c'est un exemple, hein, de situation, de séances des VAR et qui ont poussé des parents à se tourner vers une autre solution donc, d'enseignement. On a reçu donc d'autres demandes de parents, d'informations, et notamment on a été surpris par des parents qui nous ont contactés avec leur enfant était encore très jeune et pas encore scolarisé, mais qui déjà nous demandent des informations, des conseils pour choisir une école hors contrat, pour justement éviter ces cours d'éducation à la sexualité. Donc, qu'est-ce que les parents peuvent faire, hein? Dans les écoles publiques et privées sous contrat, c'est très limité puisque ces enseignements sont obligatoires. Donc les parents ne peuvent pas soustraire leur enfant à ces séances. Ils peuvent simplement essayer d'être vigilants, discuter avec leur enfant du contenu de ces séances, demander éventuellement des informations à l'établissement, au lycée, au collège où les associations peuvent intervenir, demander quel type d'informations vont intervenir, mais c'est tout. Et donc finalement, pour les parents qui souhaitent s'opposer à ces enseignements, le seul recours possible, c'est effectivement les écoles hors contrat. C'est ça, ça peut être, ça dépend beaucoup en fait des intervenants. Donc il y a des séances, il y a des professeurs qui font des séances tout à fait, on va dire, respectueuses des élèves et qui, ne versent pas dans l'excès. Mais on a aussi certains enseignants qui sont, plus militants et comme, cette professeure d'école primaire qui va faire écrire dans le cahier des élèves que les petits garçons peuvent porter des jupes. Et en plus, hein, suite finalement à la discussion que les parents ont eue avec l'enseignant, parce que ces parents ont pris rendez-vous pour discuter, eh bien cette enseignante leur a rétorqué que c'était pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc je ne vois pas le rapport entre le fait que les petits garçons pourraient porter des jupes et les violences faites aux femmes. Donc on a un programme qui donne finalement quelques orientations, mais ensuite il y a la liberté pédagogique, il y a des associations qui peuvent intervenir, et donc d'une séance à une autre, d'un intervenant à un autre, ça peut être très différent et ça peut parfois être orienté et il peut y avoir certains élèves, il y en a eu des retours quand même de parents qui nous ont dit qu'il y avait eu des propos tenus qui avaient choqué leur enfant, ou leur enfant était mal à l'aise de parler en classe, hein, avec les camarades autour, de questions qui parfois touchent à l'intimité.